Qu'est-ce que c'est la pédophilie? La pédophilie, très simplement, c'est un attrait sexuel au niveau du fantasme pour un corps prépubère d'un garçon ou d'une fille. Est-ce que cette excitation est exclusive? Non, elle peut être exclusive. La personne n'est attirée que par les petits garçons et les petites filles, préférentielle, surtout attirée par des prépubères, ou secondaire. Et au fond, je suis attiré habituellement par des hommes adultes, homosexuels, je suis attiré par des femmes adultes, hétérosexuelles, mais je peux être, de temps en temps, attiré par un enfant. Ce dont je suis sûr et que je vais affirmer, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le fantasme et l'agir pédophile. Le passage à l'acte. Le passage à l'acte pédophile. Ce sont deux problématiques complètement différentes. Les psychanalystes parlent de pulsion, mais moi je dirais que c'est une sorte d'appétence. Et ils ont besoin de se mettre en contact avec ce que représente cet enfant. Et au lieu de l'élaborer et de venir voir l'un d'entre nous, un thérapeute, et pouvoir dire, écoutez, je suis embêtée parce que quand même, quand je croise des petits-enfants, il y a quelque chose qui se soulève en moi qui est difficilement contrôlable, j'ai besoin de vous en parler. Très bien, monsieur, madame aussi, installez-vous et on va essayer de symboliser cette affaire au lieu de la passer à l'acte. Moi, je pense que ceux qui agissent dans la réalité sont très peu par rapport à tous les fantasmes pédophiles qui ont traversé la tête des gens un jour ou l'autre. On ne choisit pas d'être homo, d'être hétéro, d'être pédo, exclusivement ou pas. Mais par contre, notre personnalité choisit de faire un acte ou pas, de faire du mal ou pas à quelqu'un dont on voit bien qu'il ne le voit pas. Il faut se rendre compte que ces personnes qui éprouvent cette attirance-là, qui sont donc pédophiles, ont les mêmes représentations sociales que nous sur la pédophilie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se disent « mais en fait je suis un monstre ». Pourquoi est-ce que le mot pédophilie fait aussi peur? Avant tout parce qu'on confond les fantasmes et les actes. Ensuite parce qu'au fond de chacun, dans sa structuration, il y a des zones d'ombre qui participent des fantasmes. Et ces zones d'ombre incluent des fantasmes homosexuels, des fantasmes différents de tout ordre, dont des éléments tout à fait intégrables et qui se transforment d'ailleurs en tendresse dans les gestes, quand ils sont bien élaborés, mais qui sont à la base porteurs d'une charge pédophilique, c'est l'étymologie du terme. Je dirais que ça ramène à ça. Voilà. Donc ça fait peur parce que ça demande de prendre conscience de tout cela en nous, à sa juste place, dans son juste contrôle, et que ça n'est pas forcément un travail que tout le monde veut faire ou une prise de conscience que tout le monde veut faire. Le problème d'avoir des fantasmes pédophiles, c'est de ne pas savoir quoi en faire. C'est-à-dire que si je commence à m'apercevoir que j'ai des fantasmes pédophiles qui me pousseraient assez naturellement à un passage à l'acte, il y a quelque chose dans ma conscience d'humain adulte qui doit se dire « ça va pas, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» La personne n'est pas responsable de ses fantasmes, elle est responsable de ce qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a ce type de fantasme, elle doit s'interroger sur ce que ça signifie dans son histoire, dans son évolution, et avoir le courage, l'éthique de s'en occuper. Un fantasme, et j'aime bien ce mot, ça s'apprivoise. La sexualité humaine, pour les pédophiles comme pour les autres, elle s'apprivoise. Derrière chaque image, derrière chaque photo, il y a un enfant victime. Ça, c'est important. Ce ne sont pas juste des images, c'est vraiment un enfant qui est abusé, en tout cas dans son intimité au minimum, et parfois, ou souvent, dans leur intégrité physique. Il a l'impression qu'il ne fait aucun mal dans la mesure où ce n'est pas lui qui filme, ce n'est pas lui qui abuse de cet enfant. D'autant plus que l'image n'illustre pas, ne montre pas un abus. Elle montre un plaisir, puisqu'ils incarnent un rôle qui n'est pas réel,
C'est-à-dire que dans la tête, C'est dans la de tête. celui qui regarde, il se laisse croire que l'enfant prend du plaisir. Bien sûr, il se leurre lui-même Mhm. parce que ça le déculpabilise. Il y a des gens qui disent, quand je m'ennuie, quand je suis seul chez moi, j'ai besoin de me shooter aux images pédopornographiques parce que je suis angoissé d'être seul, parce que je suis déprimé, parce que je suis frustré. Ça vient remplir le vide. Exactement, ça remplit le vide. Au départ, après, exactement comme l'alcool, exactement comme la drogue, ça devient un cercle vicieux. Alors, à chaque fois que vous activez vos circuits du plaisir, de la récompense, vous allez inscrire dans votre mémoire que c'était intéressant et qu'il faut y retourner. Et donc, du coup, il y a un phénomène de compulsion potentielle, mais comme le sexe en général, hein, avec si vous activez de manière exclusive les circuits de récompense en vous masturbant devant des images pornographiques standards, vous allez augmenter la compulsion, vous allez augmenter la dépendance. Et si vous utilisez plutôt des images pédoporno, eh bien, potentiellement, ça va s'activer de la même manière et vous allez développer une forme de compulsion qui peut ressembler à une forme d'addiction à ce type d'image. Ça peut inciter à un passage à l'acte. Ça peut tout à fait inciter à un passage à l'acte. Je ne vais pas dire que tous les sujets qui téléchargent vont un jour passer à l'acte, mais en tout cas, ils ont plus de chances de passer à l'acte qu'une personne qui n'a pas téléchargé d'images pédopornographiques, ça c'est clair. Et ça peut effectivement venir légitimer, justifier des fantasmes déviants. À force de voir toutes ces images, à un moment donné, on a du mal à faire la séparation entre virtuel et réel. Hein. C'est ça le problème. Une portion importante des personnes qui passent à l'acte, parfois juste avant le passage à l'acte, avaient consommé des images pédopornographiques dans les heures précédentes. Alors, ça veut dire bien sûr que c'était des gens qui étaient déjà fixés sur ce type de sexualité, hein, évidemment, qui avaient déjà consommé aussi avant, mais aussi que ça avait un effet finalement excitant qui n'avait pas été calmé par ce visionnage. Autre chose, c'est que ça, bien sûr, entretient parfois, pour certaines personnes, des fantasmes sexuels. J'ai des fantasmes pédosexuels, je vais consommer des images, ça renforce finalement ces fantasmes, ça renforce mon niveau de libido et d'excitation, et du coup, pour peu que j'ai l'opportunité d'avoir la petite voisine de 7 ans que je garde, je suis un peu alcoolisé, je suis un peu déprimé, passage à l'acte. Donc c'est un vrai danger. Le simple fait de consulter ces images fait souffrir des enfants quelque part ou a fait souffrir des enfants. Donc le simple usager d'images pédopornographiques est en fait quelqu'un qui fait souffrir les enfants. Il devient complice de l'agresseur. Il devient un complice et quelque part il alimente ce marché. Il crée une demande. Il crée une demande, donc il est quelque part auteur. On a des ados qui recherchent du porno, je dis bien du porno, mais avec des jeunes de leur âge. Ce qui paraît quelque part logique. C'est pas fou. Et du coup, c'est ballot parce que c'est illégal et c'est du pédoporno. Mais pour eux, au départ, on va dire qu'au niveau du fantasme pédophile, il n'y en a pas. Ils sont pas pédophiles, ils sont pas attirés par les enfants, ils sont attirés par les jeunes de leur âge. Mais ce qui se passe pour ces ados qui rentrent dans le porno par cette porte-là, c'est qu'ils restent fixés à cette image-là. Et que c'était tellement excitant, cette première image qu'ils ont vue, qu'ils vont rechercher toujours cette excitation, cette première excitation qu'ils ont pu ressentir, sauf qu'ils la retrouveront jamais. Et on est dans une recherche qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'on doit penser des jeux qu'on pourrait appeler d'initiation sexuelle, avec des gros guillemets, entre adolescents et enfants? Initiation, ça ne veut rien dire. Il y a apprentissage mutuel si les deux enfants sont tous les deux du même âge et consentants. Il n'y a pas d'initiation possible de la part d'un adolescent, d'un adulte ou même d'un enfant qui soit plus grand envers un autre enfant. Ça ne veut rien dire. C'est de la perversion de la pensée que de l'imaginer comme tel. Le fantasme de l'adulte qui prend possession du corps de l'enfant ne correspond pas du tout, quoi qu'ils en disent, au fantasme de l'enfant. Si on commence à imaginer que des plus grands viennent initier les plus petits, on est juste en train de justifier des agressions pédosexuelles. La dissymétrie, c'est pubère, non pubère. C'est pas le même monde mental. Le non pubère ne veut pas, quoi qu'on veuille lui faire croire, celui qui est pubère, vivre les mêmes choses. C'est pas organiser la sexualité de la même manière. La vision, en particulier du pénis, du garçon adolescent, pubère, en érection, avec tout son système pileux qui commence à se développer, est un trouble pour l'enfant. Est un trouble, c'est incompréhensible. Lui, il a un tout petit machin, de temps en temps en érection, mais
c'est ses affaires, et tout d'un coup, il se retrouve en face de cette monstruosité. Si des parents sont au courant que leur adolescent a eu des gestes déplacés avec un enfant, que doivent faire ces parents? En discuter avec leur adolescent, lui dire qu'ils sont au courant, poser l'interdit ou les interdits, et poser aussi les choses autorisées en contrebalancement, parce qu'il faut bien qu'il ait une porte de sortie à ses pulsions, qu'il voit comment il peut vivre avec ses pulsions, lui proposer de l'aide, et que les parents incluent dans cette conversation une remise en question personnelle. Si l'adolescent en est venu à passer à l'acte de cette sorte-là, c'est que, assurément, il y a quelque chose dans son environnement proche qui les concerne, eux, en première ligne, qui n'a pas été juste, qui ne lui a pas donné les moyens de se développer de bonne manière sur cette question-là, et qu'ils vont y réfléchir, qu'ils vont y travailler pour l'aider au mieux. Parfois, ces mineurs, ces adolescents, vont simplement répéter quelque chose qui leur échappe. Ils sont même pas tout à fait dépositaires du truc, mais une espèce de fatalité, une espèce de répétition qui s'inscrit dans la sphère familiale de manière plus générale. Bien sûr, ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est d'envoyer un message à tous ceux qui sont jeunes adolescents et jeunes adultes conscients qu'ils sont attirés par les enfants. Ils peuvent, ils doivent venir consulter, venir en parler, pour le dire encore de façon plus humaine, pour, en humanisant la sexualité, en parlant, devenir des gens qui ont des fantasmes, mais qui passeront jamais à l'acte sur les enfants. Au plus on prend en charge le problème tôt, meilleur est le pronostic. Et ça, c'est vrai de manière générale en médecine, en particulier en psychiatrie. Et donc, dès qu'il y a des soucis de ce point de vue, il faut s'en occuper, s'en préoccuper. On sait que plus de 80-90% des auteurs d'actes à caractère pédophile sont des adultes de l'entourage des enfants. Donc, la pédophilie, elle surgit dans une relation humaine entre un adulte et un enfant, et avec un adulte qui n'arrive plus à se situer par rapport à l'enfant. On était amis. Alors, non pas amis. Certains disent on était amoureux. Beaucoup disent qu'ils étaient, enfin beaucoup. Un certain nombre disent qu'ils, oui, éprouvaient des sentiments amoureux. Je crois que quand on décrit ce que j'entends moi parfois, les pédophiles comme étant envahis de fantasmes, qui sont des prédateurs, qui vont guetter un enfant dans la rue, l'enlever. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, il y en a quelques-uns. Et ce sont eux qui font du bruit dans les médias. Néanmoins, ils sont rarissimes statistiquement. La grande majorité, 80-90%, c'est pour pas dire 5%, voilà, font partie de l'entourage de l'enfant. Et les actes à caractère sexuel surgissent dans un contexte de relation entre de relations affectives et de confiance entre un adulte et un enfant. Certaines études, même s'il faut les lire avec précaution, parce qu'il y a peut-être des biais méthodologiques, reconnaîtraient une prévalence, donc un pourcentage de 3% des femmes de la population qui répondraient positivement à des stimuli pédophiles. Donc 3% des femmes. Par rapport aux hommes? Alors, chez les hommes, les statistiques sont un peu plus importantes, mais ça sera entre 10 et 20%. Il y a un grand tabou social qui se maintient actuellement, qui est un des derniers peut-être, qui concerne la pédophilie au féminin. On va avoir plus affaire à des actes qu'on dit dans le langage courant type attouchement, donc des caresses, des masturbations. C'est une intrusion déjà, même si c'est pas une intrusion à l'intérieur du corps. Moi, j'entends des histoires de patients qui racontent des actes de leur mère durant leur enfance ou leur début d'adolescence, qui très clairement relèvent de violences à caractère sexuel, qu'ils n'identifient pas eux de cette manière-là, mais quand ils le réalisent, ne s'imaginent pas pouvoir aller porter plainte contre leur mère. C'est très compliqué pour un enfant d'aller dénoncer sa mère. C'est très compliqué pour un enfant d'aller dénoncer sa tante, sa cousine, sa voisine. C'est très compliqué. Déjà pour l'enfant de percevoir qu'il a été victime, et en plus de dire « mais mon Dieu, c'est ma propre mère ». On se demande finalement, quand on a bien la conscience que la violence est la racine de la violence,
Pourquoi les femmes qui seraient tant sujettes aux violences, elles-mêmes n'exprimeraient pas de violence puisqu'elles l'ont vécu? De tout temps, le criminel, le super méchant, c'est l'homme. C'est terrible, parce que c'est pas vrai du tout. On est égalité. et justement, si les femmes veulent vraiment l'égalité, il faut qu'elles acceptent de lâcher le pouvoir maternel. Qu'elles acceptent de lâcher sur ce plan-là et sur le plan de l'image. Qu'elles acceptent de ne plus être la toute bonne mère, ni la princesse. C'est donnant-donnant. Est-ce qu'un regard appuyé, est-ce que des mots prononcés peuvent être considérés comme un abus sexuel? C'est intéressant comme question parce que vous sentez bien que des mots prononcés ou un regard appuyé, c'est de l'ordre de la pénétration, mais pas du geste. Ça fait intrusion dans notre monde intérieur. On ne l'a pas demandé, on ne veut pas ça. C'est abusif. Sur le plan juridique, ça ne sera jamais considéré comme un abus sexuel, mais sur le plan psychologique, c'est abusif. Psychiquement et psychologiquement, ce qui est abusif, c'est ce qui fait intrusion de l'ordre d'une sexualité décalée en termes de génération, en termes de moment. Donc, quand on pose la question où commence l'abus, c'est vraiment de se dire que quelque chose est imposé à la sensualité, à la sensorialité de l'autre, qu'il n'a pas à recevoir, qu'il n'a pas à supporter. L'enfant n'est pas capable de recevoir. Il n'a pas les outils pour... Il n'a pas les outils, il l'a pas demandé, il n'en veut pas. C'est pas de ça dont il a besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant va ressentir le désir sexuel d'un adulte, il y a un traumatisme. Parce que l'enfant, il n'a pas les outils pour comprendre ce qu'est la sexualité adulte. Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, même s'il n'a pas les outils, il sent qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas se passer. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Alors, pas forcément la première fois. Parfois, il faut du temps. Malheureusement, parfois, les choses s'aggravent aussi dans le temps et qui fait que là, il prend conscience vraiment de ce qu'il subit. Une fois qu'une relation est installée, une relation de confiance. Oui, parfois. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait le terme. Il trahit sa confiance à l'enfant, puisque l'enfant, parfois, il a des gestes, il peut être séducteur avec l'adulte, et c'est normal qu'il le soit. Mais c'est la réponse qui n'est pas adaptée. C'est la réponse de l'adulte qui n'est pas adaptée à cette demande, parfois, d'affection. Oui, l'enfant, il a besoin d'affection. Il a besoin qu'on le touche. C'est important de toucher un enfant. Ouais. Même vous avez des petites filles et elles sont dans l'âge de la séduction qui s'assoient sur les genoux des adultes qui pour autant ne cherchent pas une réponse sexuelle. Et ça peut troubler quelqu'un qui est adulte et qui n'est pas forcément construit et qui va prendre ça comme un appel sexuel qui n'en est pas un. Voilà. C'est là où les frontières sont dépassées. C'est pas tant les gestes donc commis que l'intention qu'il y a dans la tête de celui qui commet les gestes, ou le ressenti de celui qui commet les gestes. Il y a une émotion, un éprouvé, une excitation du côté de l'adulte qui tout d'un coup sexualise ce geste, ou en tout cas on a une lecture sexuée, là où les personnes en qui il avait toute confiance lui font du mal, sous couvert de faire quelque chose de bien. Donc le bien, le mal, tout se mélange, tous les repères sont brouillés, un adulte le met mal à l'aise alors qu'il est censé veiller à son bien-être. C'est ça l'abus. Alors sachez que l'abus sexuel, lorsqu'il n'y a pas de violence physique, pour un enfant, physiologiquement, c'est très confusionnant parce qu'il a pu réagir. De façon, ils peuvent nous dire, mais physiquement, j'avais du plaisir. Mais psychiquement, on sent bien que ça ne doit pas se passer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une stimulation mécanique. C'est mécanique. C'est ça le problème. C'est que c'est mécanique. D'un autre côté, le cerveau dit non, mais ça ne devrait pas arriver. Mais il y a quand même un plaisir mécanique. Donc ça embrouille tout, quoi. Ça embrouille le cerveau. Ça embrouille le cerveau. Il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas où on en est. Est-ce que l'enfant a une sexualité? Est-ce qu'il a des désirs? Est-ce qu'il a des fantasmes?
Et bien sûr, comment être vivant sinon? Bien sûr, l'enfant a une sexualité, mais elle n'est pas génitale. C'est toute la différence. Elle est immature, elle est prépubère, elle est prégénitale. Elle prend des formes très différentes. Et elle est surtout basée dans la sensorialité. C'est-à-dire que le corps, il est sensible aux caresses à partir du moment où on sort du ventre de sa mère et jusqu'à son dernier souffle. Donc, les zones sexuelles sont sensibles. Et oui, et oui. Et l'enfant se masturbe. Et ce très très tôt. Il y a même eu quelques images échographiques montrant des fœtus s'adonnant à cette occupation. Déjà, d'un point de vue purement mécanique, et ça on le sait, les petits garçons c'est assez facile à voir, ils peuvent avoir des érections assez tôt, ça c'est purement mécanique, et donc ça fait bien écho à quelque chose de l'ordre du sexuel. Les petites filles aussi, mais c'est plus compliqué à repérer. Et puis ensuite, l'enfant va être rattrapé par des stimulations qui viennent de l'intérieur, hein, des excitations qu'il a du mal à repérer et à nommer. Donc il y a quelque chose qui va s'organiser sur un mode exploratoire. Mais ça n'est pas la sexualité au sens de la représentation qu'ont les adultes. Hein. Je te prends, je te pénètre, machin, etc. On n'est pas là. La question du sexuel, elle se joue à l'enfance sur d'autres modalités. Le sexuel est un pays, on va dire ça comme ça, un pays que l'enfant suppose bien qu'il existe, puisque les grandes personnes font quand même des choses qu'il n'a pas le droit de partager. Il se demande bien pourquoi il doit toquer à la porte des parents avant d'entrer, ou voilà, ou pourquoi la grande sœur va se cacher avec son petit copain. Donc, il sait qu'il se passe des choses, mais il n'est pas équipé, outillé pour en comprendre le sens et donc pour pouvoir y participer. Donc, il peut pas consentir, on ne peut pas consentir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans le contact, dans la recherche de sensualité de l'enfant, c'est à l'adulte qu'il faut parler, et c'est à lui de répondre de façon cohérente à ces gestes de découverte du corps de l'autre, qui peuvent être interprétés par un pédophile comme une sorte de besoin de sensualité. Mais c'est là où il ne faut pas confondre des registres. L'enfant a un besoin de sensualité, il a un besoin de câlin et de tendresse qu'il recherche auprès d'adultes, et c'est à l'adulte d'y répondre de façon cohérente et cadrée. Dans les faits, il arrive que des enfants disent oui, il arrive que des enfants ne disent pas non, en tout cas. C'est une source immense de culpabilité pour eux par la suite, quand ils auront été victimes et qu'ils se diront mais finalement j'ai rien fait pour que ça s'arrête, j'aurais pu dire non et j'ai pas réussi. C'est une source immense de culpabilité. En revanche, on sait qu'à cet âge-là, il est extrêmement difficile de s'opposer à un adulte ou à un plus grand, donc il est extrêmement difficile de dire non, et puis parce que comme on a confiance dans l'adulte, on va aller naturellement vers la proposition qu'il nous fait. C'est facile de fasciner, attirer une victime vulnérable, et c'est très facile d'aller abuser d'un enfant. Il n'est pas en capacité à repérer ce qui est juste, bon, nécessaire, ses besoins élémentaires. Alors, c'est vrai qu'une minorité de prépubères ont des comportements qui peuvent être considérés comme un peu étonnants, scotchants, provocateurs. Alors, débarrassons-nous du premier élément. Souvent, ces comportements sont interprétés par des êtres humains, des sujets qui eux-mêmes sont attirés par les enfants, comme il m'excite, il me provoque, il me cherche, il me veut. Ça ne veut pas dire que je veux un rapport sexuel avec toi. Et donc l'adulte, la plupart des adultes vont être plutôt étonnés, voire déstabilisés. Un enfant qui va avoir des comportements hyper sexualisés pour le coup, qui correspondent pas à son âge, parfois va chercher à exprimer quelque chose d'une angoisse. Alors on va toujours se poser la question en arrière-fond de savoir s'il n'a pas été victime, parce qu'il arrive que les enfants qui ont été victimes expriment cela par justement des comportements hypersexualisés, qui sont souvent mal compris par les adultes autour, qui le vivent comme de la provocation, qui vont être dans le rejet. Non, pas du tout, hein. Il va falloir justement être à l'écoute, s'inquiéter, être à l'écoute, essayer d'ouvrir la parole et se poser la question.
L'inceste se joue le plus souvent dans la généalogie au niveau vertical, d'une génération à l'autre. Mais il y a aussi des formes d'inceste adelphique, à l'horizontale, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, dans la même génération. L'inceste est un acte subi et très dommageable. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais subi d'inceste et qui éprouvent les mêmes souffrances et qui sont dans la même problématique que des personnes qui l'ont subi. Et nous appelons ça un climat, une ambiance incestuelle. C'est-à-dire des personnes qui vivent au quotidien, dans leur enfance, pendant longtemps et de manière répétée, des regards, des paroles, des gestes qui, sans être incestueux, sont déplacés. L'incestuel, c'est l'absence de porte à la salle de bain, l'absence de porte dans les toilettes, où il n'y a plus d'espace d'intimité pour l'enfant. Du coup, il y a effraction de l'adulte dans l'intimité de l'enfant. Et là, on est en train de jouer quelque chose de l'ordre de l'incestuel. Dans certaines familles, il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses qui se mettent en place qui font que, même s'il n'y a pas d'agression, il y a au moins un climat qui est soit malsain, soit incestuel, soit incestueux. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu flou. C'est embrasser un enfant sur la bouche. C'est dormir avec un ou l'autre enfant. C'est prendre le bain avec eux, avec voilà, des séparations entre adultes et enfants qui ne sont pas très claires et nettes. Le bisou sur la bouche, c'est le bisou qu'on donne à son amoureux, comme disent les petits-enfants. Et ils ont un amoureux, une amoureuse à l'école maternelle, et à celui-là, ils font le bisou sur la bouche, pas aux autres. Et les parents doivent l'expliquer, et doivent même si l'enfant vient chercher le bisou sur la bouche, lui dire « Non, ça c'est le bisou pour mon amoureux ou mon amoureuse ». Et ça permet à l'enfant de différencier et les types d'amour, et c'est-à-dire l'amour avec le désir sexuel, qui est celui que partagent les parents entre eux, et auquel lui n'est pas convié. C'est important de respecter l'intimité de l'enfant en toute normalité, c'est-à-dire s'il se développe bien, à un moment donné, lui-même va vouloir que sa nudité reste intime et va vouloir ne plus être confronté à la nudité de l'autre. Et en fait, je crois que le plus important, c'est ça, c'est de veiller à être respectueux de cette demande-là. C'est-à-dire l'entendre et ne pas dire « Ah, c'est bon, tu sais, on s'est toujours vu tout nu » ou banaliser, etc. « J'en ai vu d'autres, etc. » Non, pas du tout. Il faut, et alors là, très rigoureusement respecter ces demandes-là. Et y être attentif. C'est-à-dire pour les respecter, il faut encore les entendre. C'est au sein de la famille que se construit l'intime de l'enfant. C'est au sein de la famille que l'enfant grandit et apprend à mettre des barrières entre lui et l'autre. Et c'est au sein de la famille que l'enfant doit finalement définir ce qui est de lui et ce qui est de l'autre. Hein. Ce qui est sûr, c'est que quand un enfant est mis face à l'intimité des autres et que son intimité est finalement publique, il y a quelque chose qui n'aide pas à se structurer. Peut-être aussi ça le fragilise face à quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions pour cet enfant-là aussi. Tu es en train de dire que ça en fait une victime privilégiée pour un agresseur pédosexuel? Oui, et une victime plus privilégiée par le fait que son mode de communication rentrera rapidement, beaucoup plus rapidement en lien avec celui d'un éventuel pédophile, pour commencer. Ensuite, tout ce qui va créer finalement de l'indistinction, des espaces, des fonctions de chacun, des générations, va compliquer l'enfant dans sa propre constitution à lui, dans sa propre structuration à lui. Il y a toujours danger à effacer, je dirais, la marque du temps et à effacer les générations. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de génération, tout le monde peut tout faire avec tout le monde. Et quel est le danger pour les enfants? On leur dit, tu vois, moi je reste jeune, donc toi tu es condamné aussi à rester jeune. C'est-à-dire tu peux pas me dépasser puisque je vieillis pas. Vous savez que c'est quand vous voyez de manière un petit peu affolante parfois à l'adolescence, la mère qui se remet à mettre les mêmes t-shirts que sa fille, la même jupette que sa fille, ou le père qui se met à sortir en boîte avec les copains de son fils, etc. C'est quand même lui dire, tu vois, moi je reste toujours jeune, et si moi je reste toujours jeune, toi tu restes effectivement toujours jeune, mais c'est-à-dire que tu n'accèdes pas quand même non plus à autre chose. C'est une manière de les infantiliser à jamais, quoi.
Les femmes vont avoir des difficultés à vieillir, elles vont être soumises à une pression sociale par rapport à l'apparence qui est très complexe à soutenir. Elle va s'exercer sur les très jeunes filles qui sont en construction identitaire et narcissique. Et donc ça va générer des angoisses aussi de normalité, des angoisses par rapport au poids, et donc potentiellement des troubles alimentaires, parfois de la dépression, de la honte, etc., etc. Le corps de la femme a toujours été objectivé. Ça a toujours été un objet, ça continue de l'être. On fait des efforts, on essaye d'arranger les choses. Les femmes, dans notre société, sont enfin des sujets au plan, sur la plupart des plans. Mais sur le plan de l'image, ça continue à être problématique de par le monde et on s'en débrouille de manières diverses. On le cache complètement ou on l'expose complètement. Et chez nous, on l'expose de manière excessive, à la fois du côté de la putain et à la fois du côté de l'innocence de l'enfant. Voilà. On est toujours confronté au même problème qui est la maman et la putain. Ça a toujours été ça. Voilà. C'est-à-dire celle qu'on ne peut pas soupçonner, qu'on ne peut pas, qui est pure, qui est toute bonne, qui est une parfaite merveille désexualisée. Voilà, c'est la Vierge, exactement. Et de l'autre côté, la putain. Voilà. Donc on est toujours aux prises avec cette problématique. C'est une problématique d'un archaïsme très très profond. Et sur cette question-là, nous en sommes encore à l'aube de l'humanité. On pourrait dire ça comme ça. On découvre qu'aujourd'hui, probablement pour des raisons de régime alimentaire, les petites filles sont réglées beaucoup plus tôt. Et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire, si ce n'est se propulser dans une espèce de pseudo-maturité que généralement leur mère apprécie? J'ai l'impression que chez certaines mères, il y a une excitation à rendre leur petite fille séduisante. Comme si elles avaient peur que les choses ne viennent pas en leur temps. Quand on est petite fille, on a envie d'être grande, on met les chaussures à talons de sa maman, on se maquille et on prend les affaires de maman, ça fait partie de l'envie de grandir, ça c'est très sain. Par contre, que l'adulte entre dans ce jeu-là et choisisse des vêtements ou des tenues vestimentaires ou du maquillage précocement, ça me paraît très inquiétant. Et je pense que ça ne contribue pas dans le travail qu'on peut faire auprès des auteurs d'actes pédophiles, de leur expliquer que les adultes sont les adultes et les enfants sont des enfants, que c'est pas pareil. Il y a un double processus. Il y a à la fois une érotisation de l'enfant et à la fois une pédophilisation des femmes. Tout ça pour aboutir finalement à un idéal féminin qui ne se situe pas justement du côté de la femme, mais qui se situe plutôt du côté de la préadolescente. Notre société majore et augmente la confusion autour des différents registres enfance, adolescence, âge adulte et autour de la question du sexe et de la sexualité. Mais à tout point de vue, y compris pour les enfants, via Internet, via les supports de publicité. Les enfants qui se baladent et qui voient des petites filles maquillées, là aussi, quel message on leur renvoie? Il y a l'érotisation des enfants par l'habillage, par les comportements qu'on leur suggère d'avoir parfois, mais il y a, et c'est tout aussi problématique si ce n'est plus à l'heure actuelle, ça a plus d'ampleur dans notre société, on les laisse voir, entendre, être confrontés à des images, à des paroles, à des situations qui les excitent, qui les empêchent d'être dans leur élaboration intérieure. Les images pornographiques qui vont être très très attractives parce qu'elles sont sidérantes, donc elles sont fascinantes. Elles ont un fort pouvoir d'excitation, donc du coup, plutôt que de fermer l'écran, on va rester devant l'image. Donc c'est ça en fait qui est problématique aussi. Et ben ces images-là vont être traumatisantes tout simplement parce qu'elles correspondent pas au stade de développement qui permet à l'enfant de digérer ces images-là. Ils n'ont pas les moyens de contenir une surexcitation de cet ordre. Voilà. Et c'est normal qu'ils n'aient pas les moyens, ce sont des enfants. Donc à partir du moment où on les bombarde, on leur demande de se défendre comme ils le peuvent contre cette surexcitation. Ils s'en défendent soit en l'agissant, en la montrant, en étant excités, agités, on en voit plein, ou alors dans une inhibition, quelque chose qui va les couper un petit peu de cette évolution-là, parce qu'ils vont mettre un frein intérieur par peur de l'intensité de ce que ça leur, l'intensité des ressentis intérieurs que ça leur fait éprouver. Voilà.
Donc ça, c'est très dommageable. L'autre gros phénomène, c'est de lui ôter ce temps qui est extrêmement indispensable, qui s'appelle la période de latence. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hibernation. Une hibernation, c'est tout à fait le terme. C'est à peu Entre près, quel âge et quel voilà, âge? c'est à peu près entre 7 et 11-12 ans, hein, 6-7 ans, 11-12 ans. Elle est importante parce qu'elle permet de maturer la sexualité. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une sexualité mature? Ça veut dire justement qu'on est capable de différer ses désirs. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'immédiat, on n'est pas dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'aussi on est capable d'accepter que l'autre n'a pas forcément les mêmes désirs, ou pas au même moment, et que ça va pas forcément se passer exactement tel que je l'ai voulu. Voilà, qu'il va falloir composer tout simplement avec l'autre. Et c'est ça une sexualité mature. Et si on n'accède pas à cette sexualité mature, eh ben le rapport à l'autre sera toujours insatisfaisant. Et de fait, il va falloir trouver d'autres palliatifs, comme même parfois une consommation excessive de pornographie, par exemple, ou des personnes qui vont avoir du mal à avoir des relations construites avec les autres, qui vont être dans la consommation d'autrui. Donc, cette hypersexualisation de l'enfant, elle va avoir des conséquences très importante sur la sexualité du futur adulte qui va devenir. Donc c'est un phénomène qui est quand même très problématique. Oui, absolument. Je ne peux pas dire le contraire. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut sensibiliser son enfant au risque d'abus sexuels? Dans l'éducation sexuelle, on a peut-être trop tendance à faire en sorte que les enfants ne soient pas victimes. Il sera important aussi de développer le côté pédagogique, de faire en sorte qu'ils ne soient pas auteurs. Et la première chose qu'il faut apprendre à un enfant, c'est de la même façon qu'ils connaissent le mot doigt, le mot front, le mot menton, le mot oreille, qu'ils connaissent les mots qui désignent les organes génitaux. Parce que ce qu'on voit, nous, ça peut paraître tout bête, mais c'est des enfants qui ne connaissent pas ce vocabulaire et qui n'ont pas osé dire ce qui leur était arrivé parce qu'ils ne connaissaient que des gros mots. Donc il faut que l'enfant puisse connaître ces mots-là, de façon à pouvoir les utiliser sans gêne ni honte. Il ne faut pas culpabiliser la sexualité, il ne faut pas qu'elle devienne dangereuse, voilà, au regard de l'enfant. C'est-à-dire que la sexualité et justement la violence sexuelle, précisément, sont deux choses différentes. Tu dois refuser si quelqu'un a envers toi un geste qui te met mal à l'aise. Alors on va expliquer, suivant l'âge, de manière différente, mais c'est quoi être mal à l'aise? On va différencier la punition qui lui plaît pas entre ne pas plaire et être mal à l'aise. La frustration. La frustration, l'obligation de finir son assiette, par exemple, ou de goûter à quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il peut vivre comme désagréable. Mais désagréable et mal à l'aise, c'est pas la même chose. Et lui dire qu'il doit dire à la personne qui lui impose un geste qui le met mal à l'aise, qu'il ne veut pas, en précisant toujours à l'enfant, je peux être cette personne qui a un geste qui te met mal à l'aise. Quand je dis ça, je ne me mets pas comme pédophile potentiel, ou avéré, encore moins, mais je pense que on peut tous avoir, les uns envers les autres, des gestes, des attitudes qui mettent mal à l'aise sans en avoir l'intention, et que ça ne peut que aider l'enfant dans sa vie d'enfant, comme dans sa vie d'adulte en devenir, à se situer dans une relation adéquate envers les autres. Comment est-ce qu'on repère un enfant qui aurait été abusé? Toute modification comportementale, relationnelle, psychologique, intellectuelle, doit faire en sorte qu'un adulte, parent ou professionnel, doit se poser des questions. Mais, je vais être très honnête, est-ce qu'il y a des signes spécifiques de l'agression sexuelle? Non. Il y a des signes du mal-être chez l'enfant. Si je suis un adulte intelligent, je vais me dire, là, il faut que je trouve pourquoi. La vraie preuve d'une agression sexuelle subie, c'est que l'enfant le dise à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est la parole de l'enfant. Je vais vous montrer, en quelques questions banales, comment je peux explorer ça. Est-ce que quelqu'un t'embête?
C'est une phrase banale. Ça peut être un racketteur, ça peut être quelqu'un qui la tape, ça peut être son père, ça peut être un copain, ça peut être un professeur. Alors si je vois qu'elle ne répond pas, donc je m'attache plus aux signes comportementaux que verbaux. Bon. Par exemple, quelqu'un qui ne répond pas non, c'est bon. On continue. Est-ce que quelqu'un t'embête en te touchant? Est-ce qu'on te touche ou tu ne veux pas? Est-ce qu'on touche sous les habits? En regardant comment réagit l'enfant, chaque fois que je vois qu'il est mal à l'aise, je vais un cran plus loin dans l'explicitation d'une éventuelle agression sexuelle. Mais au début, vous voyez comme mes questions sont banales, elles peuvent aussi parler d'autre chose. C'est important de retenir qu'il n'y a pas un signe. Bon, déjà, il y a des signes. On va voir un enfant qui va cauchemarder, qui va mal dormir, qui va avoir des peurs inexpliquées, qui va tout d'un coup avoir un fléchissement en classe, qui va avoir des troubles urinaires qu'on ne comprend pas, des maux de ventre qu'on ne comprend pas, des mal à la tête, qui ne voudra pas aller chez le grand-père, qui va éviter des situations qui sont anxiogènes pour lui ou qui ne voudra pas retourner en classe, etc. À l'adolescence, on peut y penser, des adolescents qui ont des conduites à risque, qui ont des difficultés avec leur corps, soit du type boulimie, soit du type anorexie, les fugues, les tentatives de suicide, les scarifications, toutes sortes de choses, et y compris des attitudes de début de prostitution. Quelles sont les conséquences psychiques et physiques d'un abus sexuel? Il peut y avoir objectivement, pour des raisons purement anatomiques, des violences sexuelles qui sont extrêmement douloureuses et créent des lésions chez les enfants. L'enfant n'est pas équipé pour qu'il y ait des choses qui rentrent dans son corps, dans son vagin, dans son anus, et ça peut être absolument catastrophique et faire l'objet de chirurgie. Au pire, vraiment, dans le cadre d'enfants qui ont été vraiment maltraités sur le plan sexuel, on aura des automutilations, on aura des enfants qui vont refuser d'aller à la selle, c'est-à-dire d'être à nouveau traversés sur le plan anal, et jusqu'à des gestes chirurgicaux, il faut opérer ces enfants qui ne vont plus aux toilettes. Donc vous vous rendez compte, ça va jusque-là. Sur le plan psychique, c'est une catastrophe, puisqu'en fonction aussi du niveau de gravité, l'impact psychotraumatique, votre corps vole en éclats avec des phénomènes dissociatifs, de dissociation traumatique, avec du coup plus d'accès au sexuel, parce qu'à chaque fois qu'il y a une excitation, ça vient réactiver toute la séquence psychotraumatique de l'agression. Donc c'est un pur cauchemar, hein. Et ensuite du coup des troubles graves de la personnalité avec des dysrégulations émotionnelles et affectives, des troubles de l'identité, le besoin de s'anesthésier, du coup des conduites à risque, la répétition, paradoxalement elles vont se mettre à risque, s'habiller très sexy, se faire violer ou simplement éprouver du plaisir lorsqu'elles se font maltraiter avec les répétitions de la violence, garçons ou filles, avec 5 à 10 fois plus de suicides, de tentatives de suicide, jeunes adolescents, âge adulte, avec 5 à 10 fois plus aussi de dépression, troubles des conduites, troubles du comportement, troubles des conduites alimentaires, anorexie. On va faire disparaître tout ce qui pourrait correspondre à l'apparition des caractères sexuels secondaires et tertiaires. Donc on disparaît, on devient des propres fantômes. Enfin, c'est juste une catastrophe, hein. Si l'enfant a été effracté, il n'est plus en capacité de devenir un être humain complet, il devient juste un fantôme. Donc, c'est une image, hein, mais qui veut bien dire ce qu'elle dit. Le grand cousin, ou le gentil tonton, ou le gentil voisin, ou, pour tomber dans des clichés, l'instituteur, l'éducateur, le moniteur de colonie de vacances, monsieur le curé, etc. Donc, ou le père, le ou grand-père. Le père, le grand-père. Ou la grand-mère. Ou la grand-mère, effectivement, hein, ou la monitrice de colonie de vacances aussi, ou l'institutrice. En tout cas, tous ces adultes, hein, à qui les autres adultes disent bah, « tu peux lui faire confiance, c'est un adulte comme moi, il est là pour veiller sur toi », vont dévaster la confiance que l'enfant accordait aux adultes. C'est tout son univers qui est atomisé. Et ça va être compliqué à reconstruire. C'est ça qui, en tout cas, qui fait trace quand ils sont adultes. On parle de violence sexuelle, on parle d'agression sexuelle. Est-ce que dans les faits, c'est toujours violent
Et c'est toujours agressif. Non, justement. Je pense profondément que c'est pour ça que les enfants ne parlent pas. Parce qu'ils ont des difficultés à savoir s'il s'agit d'une agression, tout au moins au départ, ou si c'est quelque chose qui les met mal à l'aise, mais le geste n'est pas forcément violent comme nous on peut l'interpréter. Au départ, justement, rarement sont les actes de violence physique. Ça va être une agression, ça va entrer dans l'intimité de l'enfant, mais lui, il ne va pas le ressentir de telle façon. Souvent, en plus, c'est accompagné d'un vocabulaire qui va jouer sur les sentiments ou qui va dédramatiser la scène. L'auteur souvent va lui dire c'est normal, tout le monde fait ça, et peut-être je t'aime ou tu es la plus belle. Et ce qui va faire que l'enfant il est un peu perdu, il ne sait plus où il en est et il ne ressent pas, en tout cas au moment de l'acte, forcément ça comme une agression. Mais c'est une agression. Bien sûr, c'est une agression. Et quelle agression, puisque on a des répercussions traumatisantes sur cet enfant, parfois des années, voire plusieurs décennies après les faits. Évidemment, la première réaction, c'est de chercher l'oubli. L'amnésie a une fonction protectrice, sauf que le jour où quelque chose, un détail ou un moment de la vie vient réactiver ce qui a été refoulé, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une dimension traumatique qui n'est pas du tout effacée par l'amnésie. Le corps a la mémoire de tout, donc ça, le corps enregistre toujours tout, et c'est d'ailleurs à partir de lui qu'on pourra souvent remonter ses mémoires, mais dans la conscience, les choses ne sont plus là. Ces mécanismes d'amnésie traumatique touchent en particulier les enfants. Plus les faits de violence sexuelle apparaissent chez des enfants en bas âge, plus il y a des mécanismes d'amnésie traumatique. On peut considérer quelque part que ce sont des barrières de sécurité qui permettent à la personne de continuer à vivre. Certains agresseurs et même certains parents de victimes se disent que l'enfant va oublier. Les agresseurs se disent ça pour justifier du comportement et de la conduite, se déculpabiliser. Certains parents se disent ça pour se rassurer, pour pouvoir limiter la culpabilité de ne pas avoir pu protéger de manière efficace leur enfant. La réalité est tout autre. Rien ne s'efface, tout se transforme. C'est la reconnaissance du statut de victime dans un premier temps qui est indispensable. Ne serait-ce que pour que l'enfant, lui-même, dans sa vie future d'adulte, sache ce qui est bien, ce qui est mal. Truc tout bête, c'est extrêmement important. Est-ce que tous les gens qui sont victimes d'abus sexuels auront des séquelles dans leur vie future ? Le mot est pas mal choisi, séquelles. Séquelles, blessures, cicatrices, tout dépend de ce qu'ils en feront, parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils en feront. En fonction de ce libre arbitre, ils vont pouvoir décider de se plaindre toute leur vie et d'être très passifs ou d'agir en conséquence de manière positive, en essayant de comprendre, en essayant d'élaborer, en essayant de dépasser. Et là, ça peut devenir un enrichissement, ça peut les aider à avoir d'abord une vie satisfaisante et à en aider d'autres par la suite. Donc c'est très ouvert, c'est très ouvert. C'est très plastique, comme l'être humain. Lorsqu'on est enfant et qu'un adulte vient faire effraction dans votre sexualité, ça laisse toujours des traces. Si vous avez des capacités de résilience, c'est-à-dire la faculté d'amortir des éléments traumatiques, vous pouvez mettre ça de côté. Et puis vous allez grandir avec malgré tout des reviviscences et des petits symptômes qui vont venir réinterroger votre sexualité à l'âge adulte, et ça va venir vous gêner, un peu comme une espèce d'épine, une écharde ou un caillou dans la chaussure qui va vous empêcher malgré tout d'avancer correctement, de manière harmonieuse dans votre propre sexualité. Lorsque vous avez été victime d'infractions à caractère sexuel, vous aurez du mal dans votre propre intimité. Et ça, c'est des séquelles qui sont peu évaluées. Et c'est souvent quelque chose que les victimes taisent. Et donc c'est à nous, en tant qu'experts, en tant que soignants, à leur permettre de parler de ce préjudice sexuel. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une suspicion d'abus sexuel sur un enfant ? On remarque qu'il y a un adulte qui a un comportement
Pose question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est important qu'on s'en fiche pas, qu'on se préoccupe de ce qui nous alerte. Et une notion importante de se dire que si l'on est témoin de quelque chose, quoi que ce soit, ça nous regarde. Quand on hésite, quand on n'est pas complètement sûr, quand on a un doute. Contrairement à toutes les autres infractions, quand il s'agit d'une atteinte aux personnes, les gens ont des doutes et parfois se sentent investis d'une mission d'enquête avant de signaler. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est pas à eux à vérifier les dires de l'enfant. Ils ont simplement l'obligation de prendre en compte cette parole et de la signaler. C'est ensuite les services d'enquête qui, comme le nom l'indique, vont diriger l'enquête et vont savoir si les faits sont avérés ou pas. Mais si on attend d'avoir des preuves, on perd du temps, on ne protège pas l'enfant et malheureusement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres victimes. Donc dans le doute, on fait un signalement. Moi, je dis toujours, signaler un enfant, c'est déjà le protéger. Qu'est-ce que je ferais? Comment je réagirais si j'étais témoin d'une situation pareille? Si je ne l'ai pas pensé à l'avance, à mon avis, à coup sûr, je serais sidérée et je ne pourrais pas bouger. Si je me suis déjà posé la question, bon, j'irai taper sur l'épaule du garçon ou du grand ou de l'adulte en disant « Je crois que là, il se passe quelque chose qui n'est pas juste. Si tu as envie, on va faire un petit tour tous les deux et puis on parle de ce qui se passe pour toi parce que je crois que cet enfant est proche d'être ta victime. » Enfin, c'est-à-dire en même temps de la bienveillance et en même temps une limite. Parce que si on pose tout de suite un interdit, l'autre, il va partir en courant. Il faut garder le contact avec lui. C'est-à-dire lui faire sentir que on est touché, on comprend ce qui est en train de se passer, mais qu'en même temps, on peut faire évoluer la situation. Moi, je crois que pour libérer la parole, il faut d'abord qu'on se situe en face de l'autre en lui faisant sentir qu'on est un humain comme lui et qu'on n'est pas un juge et qu'on n'a pas une supériorité, qu'on a tous nos faiblesses, qu'on a tous nos fragilités. Oui, tu as raison, j'ai failli faire quelque chose de grave, mais heureusement tu étais là et le fait qu'on puisse en parler ensemble, et ça me fait du bien. On est des humains, ensemble. L'enjeu, à chaque fois qu'il y a un enfant victime, c'est de le prendre en charge pour lui éviter à lui de venir rejouer cette sexualité traumatique qui s'est figée et lui permettre de s'approprier sa propre sexualité en tant qu'adulte. C'est ça l'enjeu du côté de l'enfant. Du côté de l'adulte, alors qui a été lui-même victime, l'enjeu c'est de lui permettre de reprendre le chemin de sa propre sexualité pour se la réapproprier. Et c'est tout l'enjeu des soins. Certaines personnes disent pédophile un jour, pédophile toujours. Moi, je valide pas. Je suis pas d'accord. D'abord, je suis pas d'accord parce que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient changé de sexualité, hein, par un travail psychothérapeutique en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un âge où il est plus possible de faire disparaître ces pulsions pédophiles? Le lendemain de la mort. C'est fini. Non, il n'y a pas d'âge de péremption pour les prises en charge. Il est toujours temps de s'y mettre et donc il ne faut pas hésiter à consulter quoi qu'il arrive. Je crois que c'est très important que les gens puissent se dire il y a quelqu'un qui est un humain comme moi et qui est en mesure de m'aider et de m'aider à dépasser ça pour éviter le passage à l'acte et pour protéger des enfants. Il n'y a aucune honte à venir nous voir, il n'y a aucun jugement de notre part. Nous sommes là avec toute notre bienveillance, notre empathie, pour comprendre les difficultés de l'être humain, quelles qu'elles soient. Et celle-là en est une, ni plus ni moins. Je crois que c'est très intéressant aussi de sentir que, et de savoir que nous, les psys, on peut être consultés d'une manière, j'appelle ça généraliste. C'est-à-dire que on vient avec un problème, ça ne veut pas dire qu'on va commencer une thérapie ou une psychanalyse de 6 ans ou je ne sais combien, mais qu'on vient poser un problème, on vient en parler et on peut justement s'en libérer, entendre une parole bienveillante. Le problème, c'est l'hypocrisie, doublée du silence et du secret, qui règne autour de cette question. Donc, au plus, on pourra briser la glace, et au meilleur seront les résultats en termes de prise en charge, et moins il y aura de victimes. Au plus, on fait la chasse aux loups-garous et aux sorcières, au moins on y arrivera.
Donc parlons-en le plus possible, sereinement, calmement. Apportons des réponses et ensuite on aura de moins en moins de problèmes. Et moins il y aura d'enfants agressés, abusés, traumatisés, moins il y aura d'adultes en souffrance.